Bonsoir. Bienvenue à la conférence L'Arche, une expérience universelle présentée par le Centre culturel chrétien de Montréal. Dans les derniers mois, nous avions annulé les conférences habituelles, mais notre mandat et notre plaisir, c'est de vous offrir justement des conférences intéressantes et nous avons donc décidé de reprendre les conférences annulées, mais évidemment en mode virtuel sous le format webinaire. Nous vous présentons aujourd'hui notre premier webinaire et nous vous demandons d'être un peu indulgents s'il y avait quelques pépins techniques durant la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, soit au bas ou au haut de votre écran, il y a une petite bulle avec Q et A. Donc, vous cliquez là-dessus et vous pouvez envoyer vos questions qui seront reçus par notre conférencier ainsi que par moi et à la fin de la rencontre, de la présentation, on pourra répondre à vos questions. Ça nous fera plaisir. Alors, j'invite maintenant Monsieur Gilbert Patnaud à nous présenter notre conférencier de ce soir. Alors, Monsieur Patnaud, à vous la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. On ne me voit pas. Quel malheur. Attendez. Euh, mhm. Est-ce que c'est mieux? Oui, Oui. on vous voit. On vous voit. Ah. Merci. Voulez-vous que je procède à la présentation maintenant? Bien sûr. Eh bien, bonne soirée à tous les auditeurs, les auditrices. Quelques mots justement pour situer M. Louis Pilote, qui est le responsable de l'Arche Canada actuellement. Alors, un peu, justement, pour en apprendre davantage, il est né à Arvida, dans la région du Saguenay, où il fit ses études du primaire jusqu'au cégep. Et tout de suite, un témoignage de ce que j'appelle sa sensibilité sociale. Il crée en 1979 une discothèque pour personnes en situation de handicap. C'est déjà quelque chose de spécial. Peu de temps après, il s'en va en Europe et c'est là qu'il fait la découverte de l'Arche qui avait été fondée en 1964 par Jean Vanier. Il se joint à la communauté de l'Arche de Lyon. Il y est resté pendant 18 ans jusqu'à en devenir le directeur, et une fonction qu'il a exercée pendant 13 ans. Marié et père de 4 enfants, il s'accorde en 98 une année sabbatique. Ça, c'est son côté aventurier, éventuellement. Donc, année sabbatique avec sa conjointe et leurs 4 enfants. Et tous ensemble, ils amorcent à vélo une grande randonnée, mais le mot randonnée est faible, de Vancouver à Mexico. En 1999, toute la famille s'installe à Trois-Rivières et lui passe une année à l'Arche Mauricie. Et rapidement, donc je pense l'année suivante, il retourne en France et il devient responsable des communautés de l'Arche en France. Et en 2011, il retourne au Canada où il prend la responsabilité de la communauté pour l'Arche internationale. Et depuis octobre 2018, il est le responsable de l'Arche Canada. Maintenant, l'intérêt de tout ça, c'est d'entendre M. Louis Pilote nous présenter l'Arche et tous les rouages dont il connaît très bien le fonctionnement. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Patnaud. Bienvenue.
Alors, sans plus tarder, je vais céder le micro et l'image à Monsieur Louis Pilote. Ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir. Quant à moi, j'essaie complètement de disparaître, mais si jamais vous me voyez encore, je pense que vous pouvez manuellement m'enlever. Et parce que je sais que M. Pilote a des vidéos magnifiques à nous présenter et c'est vraiment à lui que je veux laisser toute la place. Alors, c'est à vous. Bonsoir. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis heureux de faire le premier galon d'essai pour ces conférences en ligne, qui est quand même une réalité qu'on exerce aujourd'hui depuis le mois de février dernier ou mars dernier. Donc, on devient un peu des habitués de nos écrans. J'ai choisi ce soir pour vous parler de l'Arche, de vous faire voyager à travers le monde et d'abord de faire parler des personnes qui ont un handicap à travers leur histoire. J'aime souvent définir l'Arche comme un lieu où on expérimente des valeurs universelles à travers nos relations de mutualité avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, il y a quelques années, on a rencontré à travers le monde des personnes dans nos communautés et on a décidé de leur raconter leur histoire. Donc, j'ai ce soir 7-8 vidéos à vous proposer, à vous présenter. C'est des vidéos de 3 ou 4 minutes, en espérant que la technique et le son soient de qualité, sachant que, comme on a voyagé à travers le monde, on va être de l'ukrainien à l'arabe, à l'anglais, à l'italien. Donc, tout est sous-titré en français et le texte est assez lent, donc je pense que vous aurez la possibilité de le lire confortablement. Ce que je vous propose, au lieu de présenter les 6 ou 7 vidéos en ligne, c'est de présenter une vidéo, de répondre à vos questions par rapport à l'histoire présentée, et après on enchaîne avec une autre vidéo de façon à éviter de faire cette vidéo d'affilée et de s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, je vais commencer avec Larry. Larry est une personne qui habite Belfast. Et Larry, vous allez voir à travers la vidéo, a été à la recherche de d'où il vient. Et cette question de d'où on vient est une question universelle. Chacun de nous, on se pose la question. Et Larry s'est posé cette question-là. Donc, je vais partager mon écran. On va voir comment je peux... Voilà, je vais y arriver. Ici. Voilà. Larry, PP for please. Me, your language. PP first, please. I'm not sure I understand. My family. There's no need for that. The internet has everything. Everything I've wanted to know, I've found almost. Lawrence Gurley is the only man I've ever known to find the edge of the internet. And he just wanted to see his baby photos. So Larry came, me, computer nice, which is Larry code for, I want to use that computer. You're like, okay, what's up? What do you want to look for? Larry baby photos. Like, oh, okay. So we hit search. He'll just pick on a photo. Who's that? Me? I remember we searched the internet like night after night. Down arrow, relentlessly looking. Who? Me? No. Who's that? I don't know. We must have seen maybe 4 million baby photos. For a long time I never thought we'd ever find any.
Look at that. Is that you? No. He has this desire to like uncover his history, but a point would come when you think we have to stop looking now because the rest of your life needs to happen. It's a weird moment because anything that might cross his mind you can get, except things like this, and suddenly he's found the limit of the internet, which is it can't tell me who I am. But it's almost for him like it had to be, like it will be. And we just have to look in the right place and it will be. You were saying. He went to the funeral and everything. And he came home with some things. A picture of his cousin who lives in Canada. I presume his cousin maybe had sent condolences. And then he's like, who is she? Where does she live? And I'm like, I don't know. And he's like, right cousin, Canada. And Larry wanted to say, hi, my name is Larry, and you're my cousin. I like Ford Cortinas and live in L'Arche. We did a proper handwritten letter and posted it off. Sorry, me. I don't see the. Cut. Big cut. Me, your language. My name in cut. Maybe 4 million, maybe. I'm not sure I understand. There's no need for that. Only man I've ever known to find the edge of the internet. Farm me. Ducks. For a long time I never thought we'd ever find any. Sorry, people, please. Donc voilà l'histoire de Larry, juste pour votre information. Larry donc a retrouvé son cousin qui habitait au Canada, en Ontario, et il est allé passer quelques vacances chez son cousin et a pu retrouver des photos de son enfance, photos qu'il n'avait jamais vues auparavant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de réagir ou il y a des questions avant qu'on enchaîne, qu'on aille au Japon. S'il n'y a pas de questions tout de suite, on peut aller au Japon pour un autre voyage.2016年7月25日の朝、アラーム時計を信じない女性が太陽と共に目を覚ました。元気に仕事へ行った。手作りの紙を作って家に戻る。
そして喉が詰まったふりをする。みんなはそのいたずらに引っかかる。夕食の後、彼女は太鼓の練習に行く。耳が聞こえないのにもかかわらず。それは7月25日だった。次の日、私たちはあるニュースを耳にする。相模原という幸子さんが住んでいる隣の県の障害者施設にある男が侵入した。侵入者は計画を説明するために手紙を書いた。幸子さんの友達の野村さんがあなたにこの手紙を読みます。衆議院議員大島忠盛様。この手紙を手に取っていただき、本当にありがとうございます。私は障害者470名を抹殺することができます。障害者は不幸を作ることしかできません。保護者の疲れた表情、泣いている職員の正気のかけた瞳。本日行動に移した次第であります。なぜ世界は障害のある人の命をあまり美しくないと思い込んでいるのだろうか。これを見ているあなた、あなたの中のはっきりとしない思い込みとは何ですか？私たちは劣っている存在ですか？あまりにも苦しんでいる存在ですか？幸せになりにくい存在ですか？十分に役に立たない存在ですか？この手紙をもとに私たちは19枚の紙を作った。この思い込みをもとに私たちは19人を死なせた。私たちの伝統によると、折り鶴の翼は天国へと魂を連れていく。J'ai envie de dire quelques mots sur cette vidéo. Il y a 3 ans, 4 ans maintenant,
au Japon, un ancien éducateur spécialisé est rentré dans un établissement de personnes avec un handicap et a tué 19 personnes. Et il a écrit une lettre au président de la République au Japon, au président du Japon, en disant que son souhait était de tuer 470 personnes handicapées qui ne servent à rien. Et dans notre communauté au Japon, on travaille le papier, comme vous avez pu le voir, et pour honorer les défunts, on fait des signes en papier. Et donc, pour honorer les 19 personnes décédées, la communauté a fait 19 signes en papier recyclé. C'est l'histoire qu'on a racontée dans cette vidéo. Et la question que pose Hideko à la fin, c'est est-ce que nous valons quelque chose? Voilà encore une valeur universelle. Quelle est la valeur de la vie? Donc, s'il y a des questions ou des réactions, on peut avoir un échange avant d'enchaîner et d'aller en Ukraine. Oui, il y a deux questions en fait, Monsieur Pilote. La première, quelqu'un demandait quelle est la déficience de Larry dans le premier vidéo? Et la deuxième question, c'était il n'y a aucune amélioration possible dans leurs conditions. Comment motivez-vous vos intervenants? La déficience intellectuelle qui se différencie de la maladie, des problèmes de santé mentale, est souvent à la naissance ou suite à des accidents où il peut y avoir des paralysies cérébrales et donc des déficiences, des limites. Ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas. Et par conséquent, je dis souvent aux jeunes qu'on accueille qui viennent vivre à l'Arche, c'est pas parce que les personnes qu'on accueille qui ont des limites intellectuelles, c'est pas parce qu'elles ont des limites intellectuelles qu'elles ne sont pas intelligentes. Et ce que j'appelle intelligente, c'est des réactions comme on voit avec Larry ou avec Hideko au Japon, c'est-à-dire une vraie compréhension de leur situation et une vraie interpellation des personnes avec lesquelles elles vivent et de leur environnement. Moi, je dis souvent, quand je suis arrivé à l'Arche à 20 ans, c'était la meilleure université en relations humaines que j'ai rencontrée. Et comme je suis un étudiant particulièrement lent, j'y suis toujours à 60 ans. Donc, je peux vous dire que la majorité, je dirais 95% des jeunes qui viennent passer une année à l'Arche font une expérience qui transforme leur vie. L'expérience qu'ils font, c'est que on est enrichi par la différence de l'autre. Peu importe sa différence, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit au niveau de sa foi, qu'elle soit au niveau de sa race, qu'elle soit au niveau de ses capacités intellectuelles, on fait vraiment l'expérience d'un enrichissement par la différence de l'autre. Donc c'est comme ça que j'expliquerai le handicap de Larry et comment les personnes qui viennent chez nous, qui viennent vivre dans nos communautés, font une expérience qui change leur vie. Et je dirais, beaucoup de gens viennent passer 1 an ou 2 et repartent, et c'est heureux qu'ils repartent, parce qu'ils repartent transformer le monde, transformés par l'expérience qu'ils ont faite chez nous. Voilà comment je peux répondre aux deux questions. Je pourrais développer longtemps et vous comprendrez combien je suis encore passionné après 40 ans, mais je vous propose d'enchaîner avec Bogdan. Bogdan vit en Ukraine, à Lviv, qui est une ville pas très loin de la frontière russe, et vous connaissez le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et Bogdan nous interpelle en nous demandant, il dit « Je ne veux pas mourir en colère ». Et ça nous interpelle chacun de nous sur comment on vit avec les conflits, les tensions, et comment on prend les moyens de ne pas mourir en colère. Donc, j'enchaîne avec Bogdan.
Voilà. Я втомився від того, що нас загарбали. Кожен мусить, щоб наші солдати повернулися додому. Щоб наші діти не залишалися без сім'ї. Ми хочемо спокою. Ми хочемо сіяти пшеницю і інше зерно. Мати бджіл і мати мед. Немає багато шляхів боротися з війною без того, щоб не носити каміння в душі. Ви навіть можете померти від злості. Я напомню зі злості. Я вам покажу, як я виживаю. Кожного дня я випускаю моїх птахів політати по хаті. В роботі я лоскочу людей з любов'ю. Я вітаюся тільки тими людьми, які є милі мені. Я не хочу, щоб мене не звали пан Богдан. Я хочу, щоб мені казав просто Богдан. Кожного року я відвідую свого вуйка в Карпатах. Тому що мої ноги звикли до рівної місцевості. Ви кажете, я маю право злоститися, але я не хочу. Але для цього я повинен носити каміння на душі. Совєтські часи були тяжкими. Якщо ти борешся і маєш багато зла, ти можеш забути, як дихати свіжим повітрям. Як мати на руках свого племінника. Як кинути друга в сніг і дивитися, як червоніють його щоки, як помідор. Я можу померти один чудовий день, але не від злості. Але без каміння моїй душі. Voilà, ça nous donne un aperçu de la vie de Bogdan à Lviv. On a une communauté là-bas depuis plusieurs années et notre communauté à Lviv, c'est surtout des lieux de travail. On reçoit 60 personnes avec un handicap qui vivent dans leur famille et qui viennent travailler tous les jours dans nos ateliers. Et c'est là qu'on a rencontré Bogdan et qui a eu envie de nous raconter son histoire. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on enchaîne. Je propose de vous amener en Inde. En Inde, on a plusieurs communautés, dont une communauté à Calcutta,
Et la vidéo, le film raconte l'histoire de Bapi. Bapi, quand on est venu tourner le film à Calcutta, Bapi était décédé l'année d'avant. Donc, il y a pas on va pas entendre parler Bapi, mais la question que posait Bapi, c'est qu'est-ce qui va rester de moi? Et quand on est arrivé dans la communauté, un an après son décès, tout le monde parlait de Bapi. Et il y avait un vrai héritage. Donc, on a eu envie de raconter ça. When someone dies, we take stock of their life. There's usually a list of things, the things they left behind, a spouse, children, a bank account, a cluttered inbox. But what if someone didn't have any of these things? Never went to school, never learned how to read and write, never got married, had children, never knew their parents or the day they were born. What would we say at their funeral? Nobody can forget Bapida. বাপিকে দেখে যে খুব জোরে ধরেছি, জোরে ধরেছি। Me and Bapi, they're laughing, love. And that is the man. Welcome back. I said, Bapida, I like this dress is really nice. If he is wearing, he said, take it like this. When my daughter is crying, he always try to quiet. No, your mommy will come like that. Je préférais danser que marcher. Yes, he don't like cow. If you have a cow, he can't go. He has a chubby cheek, dimple cheek. He said, one step I cannot move. So, puppy and luggage I took in back. But when we reached, then he said, I'm totally fine. I don't know which God he is praying, but he praying. Le danseur qui a terminé sa vie en chaise roulante. Bapping, gone. Beach hat. Why going back? I die. More, she coming. Till now, every day I go to sleep at night. I made Bapida's bed also. We took Bapida, the burning heart. We now heard the heart. We are just this way the heart can reach to God. This is our belief, our faith. So once I was walking with Bapida. If you walk like Bapi, sometimes people will comment something, teasing different way. Oh, they are mad people. Sometimes we keep quiet, but Bapi is out. He will say, we are also human beings. Ouais, un autre voyage dans un environnement qui est l'Inde, où on a 5 communautés et vous avez pu voir l'impact de Bapi sur ses amis. Je ne sais pas s'il y a des réactions, il y a des questions. Je dois dire qu'à chaque fois que je revois
Ces films, je suis encore ému. Il nous reste, je vous propose encore 2 vidéos et après on pourra échanger plus librement. Je vous emmène au Kenya. Enfin, je vous emmène au Kenya avec Moussa qui raconte son voyage à Paris. Et il dit combien ça a été important pour lui d'être envoyé en voyage par sa communauté et d'être accueilli au retour. Et ça dit beaucoup de choses quand on quitte notre famille pour partir en voyage, quand on revient, comment c'est célébré. Et vous allez voir comment ça a été célébré avec Moussa au Kenya. Paris ni maskini, hakuna nasi, sijua hapa. Naona umba hakuna uti. Ni inatembea kupika chakula yetu kwa sababu napika kideri ugali inakulanga madeni kama mbuzi. Usiogope, ndege inakuja nacho. Mahenga sema hakuna simba huko Paris. Ladies and gentlemen, as we're experiencing turbulence, the captain has switched on the seatbelt signs. Please return to your seat and ensure that your seatbelt remains fastened until the sign has been switched on. Thank you. Kwamba kutoka nyumbani bali aidha rafiki yangu waombe. Mimi kuwa na maswali nyingi. Je, wako uko furaha? Nitapata bibi huko. Usiogope ndege. Nakanga kwetu ndege. Wazungu apanga vitu abuye. Hataki mimi oshe vyombo. Watu wengine anakasirika. Inatembeka ameweka mkono. Namwagia soda jirani yangu. Anakasirika. Inastuka. Fransi iko mzuri. Nakulanga chapati kama sisi. Kuna wani inaekanga kwa glasi.
nasikia mzuri. Wao inapikaga chuya, kukuya, sinei. Inakuwa mzuri. Maskini. Warembo anakisi mtu. Watu wa France wako poa. Isikae sana huko, nirudi kazi. Watu wanapenda mimi nyumbani. Nafika nyumbani lishe kama anahamisi. Nilishe na warembo Kenya, Samia na Kiss. Sababu kukisi mtu si mbaya. Nous avons une question, Monsieur Pilote. Quelqu'un Oui. demande, avant la réforme Barrette, il y avait des centres de réadaptation intellectuelle. Quelles sont vos relations avec ces centres, les difficultés, les ententes que vous avez avec eux? D'abord, les centres de réadaptation, c'est des lieux gérés par l'État, et je dois dire que je ne suis pas un spécialité des politiques sociales au Québec, puisque d'abord, j'ai surtout travaillé en France pendant 30 ans, et depuis quelques années, je supervise le Canada, donc j'essaie d'avoir une vision globale. Donc, je ne pourrais pas répondre précisément. Ce que je sais par rapport à nos communautés au Québec, par contre, c'est que c'est très difficile aujourd'hui pour des OBNL d'être reconnus comme être vraiment un partenaire des services publics en ce qui concerne les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Le Québec a préconisé dans son développement le maintien en famille ou en famille d'accueil et n'a pas souhaité jusqu'à maintenant vraiment investir dans des lieux comme les communautés qui sont des lieux d'hébergement de petite taille où les personnes peuvent préserver un cadre presque familial dans la mesure où c'est des petites maisons où 5 ou 6 personnes habitent ensemble. Ça n'a pas été la politique de développement du Québec jusqu'à maintenant et c'est assez différent dans les autres provinces au Canada. Donc, si j'essaye de résumer, il n'y a pas beaucoup d'initiatives pour supporter il n'y a pas beaucoup de support, je dirais, du gouvernement québécois aujourd'hui pour supporter des initiatives alternatives ou justement aux centres de réadaptation qui sont plutôt des grands centres. De plus, les centres de réadaptation sont souvent des centres de court séjour où on se réadapte. Mais un coup qu'on est réadapté, c'est le retour en famille, en appartement et donc avec des soins à domicile, mais il y a peu d'offres de services diversifiées. Nous avons une autre question. Quelqu'un demande, il y a combien de maisons de l'Arche au Québec? Au Québec, on a 8 communautés situées dans 8 régions différentes et une communauté peut regrouper de 3 à 4 maisons. Donc, ça fait une quarantaine de foyers au Québec. Et ces foyers-là sont regroupés en communautés. Ce qu'on appelle une communauté, c'est 3 ou 4 maisons dans un même environnement, dans le même quartier, dans le même environnement géographique, parce qu'il y a une vraie vie communautaire entre les maisons. Et on a 29 communautés au Canada et 154 à travers le monde dans 37 pays. Je propose d'enchaîner avec la dernière vidéo et après on pourra
débattre de tout et éventuellement donner quelques informations sur ce que l'Arche a vécu avec Jean Vanier au début de l'année, qui nous a profondément affectés, mais je reviendrai là-dessus après la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'est l'histoire de Rafaela à Bologne, dans notre communauté de Bologne. Et Rafaela avait beaucoup de préoccupations au sujet de son père qui était vieillissant. Et en fait, Rafaela rejoint une question que nous avons tous, c'est comment on va accompagner nos parents vieillissants? Qui va prendre soin de nos aînés qui vieillissent? Et en cette crise du COVID, on voit bien combien les lieux d'hébergement pour personnes âgées ont été particulièrement problématiques. Et donc, ça rejoint assez bien la question que Rafaela nous pose ou qu'elle se pose. Io sono a fare amatoroso. Abito all'H24 a Bologna. Devo venire perché sono io. Quelle quante persone ne profondo. Qualcosa non devo spiegare. Lo stesso cosa non sto bene. Credo che sia Dio. Io chiedo a Dio. Mi piace aiutare gli altri. E gli penso molto a mio papà. Mio padre è un po' anziano e un po' vecchio. Non posso fare niente. E devo stare. Non è facile attivare qualcuno che fa fatica. A volte ti avete più la pazienza. Io voglio stare a casa in questo momento. E mi ricordo, ho chiamato il tempo con lui. E quando ero a casa, ho fatto le cose belle con lui. Flamingo, ti sentiamo, ti fiamo buona che ricca, con la squadra. A me mi fa schifo la squadra, mi piace. Per sabato o se vince se perde, per me è una cosa, io come padre voglio stare sempre con lui. Mi piace il fatto che è la mia padre. Da mano e lui mi dà la carezza. Devo voler bene mio padre. Io ho bisogno del suo aiuto e lui ha bisogno di me.
Juste pour terminer la présentation de Rafaela, quand Rafaela, d'abord Rafaela est une personne qui parle peu, et quand on a rencontré les personnes de la communauté, elle était une des personnes qui parlait le moins. Mais en même temps qu'on faisait nos vidéos, on avait des ateliers pour apprendre aux personnes à utiliser les micros, les caméras. Et à un moment donné, Rafaela a demandé à nous parler. Et donc, elle a dit qu'elle voulait raconter son histoire. Et quand elle a commencé à parler de son père, on a essayé d'organiser une rencontre avec son père et ça a été très, très difficile. Et le dernier jour que nous étions là, son père a pu venir. Et en fait, c'est la dernière fois qu'elle a rencontré son père. Son père est décédé quelques jours après. Et donc, ce film, c'est une part de l'héritage qu'elle a des souvenirs avec son père. J'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Donc, ça illustre assez bien. Il y a deux manières de voir ces histoires. On peut les voir d'une manière triste. Ce sont des personnes qui ont un handicap, dont la vie n'est pas toujours facile. Mais ce qu'on voit à travers ces vidéos, c'est plutôt de la bienveillance, de la joie, de l'espoir, tout le contraire de la soumission, du malheur, du défaitisme. Et je crois que c'est ce qui donne beaucoup d'espoir à tous les gens qui vivent dans nos communautés, ce qui rend l'expérience très riche. J'ai deux questions pour vous. Alors, la première question, comment pouvons-nous contribuer afin d'augmenter le nombre de foyers dans une communauté? J'ai un jeune adulte de 21 ans et j'espère de tout mon cœur qu'il pourra un jour être résident à l'Arche à Montréal. Il y a plusieurs manières de soutenir. On est toujours à la recherche de bras, donc de personnes qui auraient envie de faire du bénévolat, auraient envie de s'engager. Parce que, et bien évidemment, on peut faire un don. Donc, si vous allez sur le site de l'Arche Canada, vous pouvez faire des dons et ça aide au développement de l'Arche, à la fois au Québec, au Canada et à l'international. Parce que au Canada, on est quand même soutenu par les gouvernements en fonction des provinces. Mais il y a un certain nombre de pays où nos communautés ne sont pas du tout soutenues par les États et par la solidarité internationale, on soutient. Quand on accueille les personnes avec un handicap chez nous, notre souhait, c'est qu'elles acquièrent un maximum d'autonomie, mais ça reste des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, l'autonomie ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont nous quitter et aller vivre en appartement. L'autonomie, ça veut dire pouvoir être épanoui. Ça ne veut pas nécessairement dire pouvoir être capable de vivre seul. Donc, quand on accueille les personnes dans nos communautés, souvent, elles demeurent longtemps, pour ne pas dire jusqu'à la fin de leur vie. Donc, il y a peu de places qui se libèrent. Bien évidemment, une des options, c'est qu'on puisse se développer, et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais une communauté de l'Arche ne se crée pas en quelques jours. Donc, pour que la personne puisse être accueillie à Montréal, bien évidemment, il faut être en lien avec la communauté, s'inscrire sur une liste, créer des liens pour qu'il puisse y avoir des stages. Et comme je dis, les places ne se libèrent pas facilement. J'ai encore une autre question. Quelqu'un dit « Je comprends que chaque cas est différent, mais les personnes handicapées se demandent-elles parfois pourquoi elles ne sont pas comme les autres? » Tout le temps. Tout le temps. Et elles apprennent dès leur naissance qu'elles ne sont pas comme les autres. Je dirais presque dans les bras de leurs parents. Elles sont sans doute pas... comment dire, les parents, ce que je comprends infiniment, accueillent un enfant avec un handicap avec beaucoup d'insécurité, beaucoup d'angoisse,
Et ça se communique. Et tout au long de leur vie, à partir de la garderie jusqu'à l'âge adulte, elles vont être soumises au regard des autres, pas qu'elles, mais aussi leurs parents. Donc, elles s'en aperçoivent, je dirais, dès leur naissance et elles apprennent à vivre avec leur situation. D'abord, elles n'en connaissent pas d'autres. Et je me souviens j'étais allé donner un témoignage dans une école avec Gabriel, une personne de ma communauté quand j'étais en France, et un étudiant avait dit est-ce qu'il y a des moments où tu te demandes, est-ce que tu aurais préféré que tes parents ne te laissent pas vivre? C'est quand même une question assez fondamentale. Et elle a répondu, à certains moments, je préférerais ne pas vivre. Et ça dépend beaucoup de la manière dont vous me regardez ou de la manière dont vous entrez en relation avec moi. C'était une réponse très éloquente et j'ai envie de parler de ma nièce qui, il y a quelques mois, elle a 26 ans, un couple d'amis de ses parents, les parents ont un diagnostic un diagnostic de prénatal de handicap et les parents ont décidé de ne pas garder l'enfant. Et ma nièce est venue me voir, on parle beaucoup ensemble et on était avec ses parents et elle dit Louis, est-ce que ça existe des trisomiques pas normales? Alors, je dis, ben, explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire, parce que a priori, dans trisomique, il y a quelque chose de pas normal déjà. Ben, elle me dit, est-ce qu'il y a des trisomiques très handicapés? Alors, je dis, bien sûr, il y a des personnes trisomiques très différentes. Et je dis, mais pourquoi tu me poses la question? Et donc, elle m'explique la situation et elle se tourne vers sa mère et elle dit, et toi, maman, si tu l'avais su, qu'est-ce que tu aurais fait? Bon, sa mère a tout de suite répondu qu'elle était très contente qu'elle soit là, mais c'est une vraie question que ma nièce se pose et que toutes les personnes avec un handicap se posent. J'aurais pu ne pas être là, ou à quoi je sers. Mais je rencontre souvent des personnes sans handicap qui se posent la question à quoi je sers. C'est pas le monopole ces questions-là ne sont pas le monopole des personnes avec un handicap. Pas toujours, en tout cas. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Je sais que vous vouliez dire un petit mot sur ce que l'Arche a vécu dernièrement. Oui, bon, je peux imaginer en tout cas que ça a affecté le public qui connaissait Jean Vanier. Et je peux vous dire que nous, ça nous a profondément affecté. Et puis, chacun des membres de l'Arche différemment en fonction des liens personnels qu'ils avaient avec Jean. Quelques mois après le décès de Jean, nous avons eu quelques témoignages qui nous laissaient supposer que Jean, en lien avec ce que nous avions découvert du père Thomas, qui était le père spirituel de Jean, des situations d'abus qui nous ont fortement inquiétés. Nous avons donc décidé de mandater un cabinet externe pour enquêter sur ces témoignages que nous avons reçus et d'aller un peu plus en profondeur. Au même moment, il y a une émission de télé en France qui s'intitulait « Les femmes abusées dans l'Église ». Et donc, il y avait des témoignages de victimes du père Thomas. Et à ce moment-là, les Dominicains ont décidé d'ouvrir leurs archives. Et la
conjugaison de ces deux événements, c'est-à-dire les témoignages que nous avions reçus, l'enquête externe qu'on a menée, l'accès aux archives des Dominicains, qui nous donnait accès aux condamnations qu'avait eu le Père Thomas en 1954, nous ont permis de comprendre ou de découvrir que Jean, dans la lignée de son père spirituel, avait commis des abus de la même nature. Donc, vous comprendrez que Jean, je veux dire, vous pouvez imaginer qu'au moment où on a diligenté l'enquête, on a été contacté par le Vatican, on a été contacté par la Conférence des évêques en France, qui était très inquiète de ce que nous allions découvrir, parce que Jean était une figure catholique. Je dis quelquefois que c'était pour l'Église catholique un des derniers grands saints blancs contemporains que l'Église pouvait penser béatifier. Et ce que nous a découvert nous a profondément choqués. D'abord choqués à l'égard des victimes, bien évidemment, et choqués par rapport à l'image qu'on avait de notre fondateur. Monsieur Pilote, je veux vous remercier pour votre belle présentation, les vidéos que vous nous avez présentées, votre témoignage. Ça a été très enrichissant, ça a été fort en humanité et vraiment, les vidéos m'ont beaucoup touchée, vous m'avez arraché quelques larmes, mais c'était tout sauf de la pitié, mais c'était la beauté de ces personnes que vous nous avez présentées. Et j'ai bien aimé Bapi, même si on ne l'a pas rencontré. On a l'impression très rapidement que c'était quelqu'un qui était rempli d'amour. Et je pense que la communauté de l'Arche, c'est aussi beaucoup ça, beaucoup d'amour pour les autres. Alors, merci encore de vous être prêté au jeu du webinaire ce soir. Je suis certain que tout le monde a appris des choses sur l'Arche. Je veux également remercier tous les participants de ce soir. Merci aussi pour vos questions qui ont contribué à la conférence. Et je vous rappelle que nous aurons 2 autres conférences cet hiver et ce printemps. Donc, le 18 mars, une conférence avec M. Jean-Philippe Perrault qui s'intitule « Jeunes et religion ». Puis, le 22 avril, une conférence avec Alain Mongeau et Dominique Tétrault. Et ça s'intitulera « La bande FM, une école de foi et de mission pour les jeunes ». Alors, soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Pilote, et à tous. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir et merci à tous d'avoir été là et puis, dans les circonstances que l'on connaît, demeurer en santé. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir.